podcast qui déshabille les scientifiques. Je m'appelle Élodie Chabrol et j'ai hâte de vous faire rencontrer des scientifiques et partir avec vous à la découverte de ces humains. On va bien sûr parler un peu de science, mais on va surtout beaucoup parler d'eux. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sous la blouse. Aujourd'hui, je reçois Audrey Dussutour, éthologue. Bonjour Audrey. Bonjour. Je suis vraiment très heureuse de t'avoir à mon micro aujourd'hui. Le blob est une superstar maintenant, mais j'avais vraiment envie de parler de toi un peu aujourd'hui. Alors pour commencer ce podcast, là c'est la partie science, je te propose d'enfiler la blouse virtuelle et de nous expliquer tes recherches. Alors mes recherches, elles vont un petit peu dans tous les sens. Je travaille donc sur le blob. Le blob, c'est un petit nom que j'ai donné à Physarum polycephalum, qui est en réalité un myxomycète, qui fait partie des reines des amoebozoaires, donc c'est un organisme unicellulaire. Et l'objectif de mes recherches, c'est de démontrer que même chez les unicellulaires, on peut avoir de la résolution de problèmes qui peuvent apparaître complexes à première vue. Donc ça peut être l'apprentissage, la mémoire, les prises de décision en contexte nutritionnel, en contexte social. Donc ce qui m'intéresse, c'est vraiment en fait d'étudier finalement presque la cognition, mais chez un organisme unicellulaire. Et donc là, c'est ce que tu fais avec le blob. Bien sûr, dans la description du podcast, je vais mettre plein de liens, tout ce que je trouve sur le blob pour que les gens puissent aller voir. La petite question traditionnelle que je t'ai pas posée avant de commencer, histoire d'épicer un peu les choses, est-ce que tu portes une blouse au labo ? Oui, alors j'ai une blouse noire, C'est vrai ? pas blanche, bizarrement, ouais. Et je l'ai customisée parce que des fois les blouses disparaissent facilement au laboratoire. Ma mienne elle est noire et il y a écrit Labo Blob dessus, donc en couleur blob. Ouais, couleur blob jaune, du coup la couleur blob. Voilà. Et, ok, donc t'es sûre que celle-là on peut pas te la voler ? Ouais, puis elle est toute petite, elle est noire, personne ne la veut. Avec des bouts de blob dessus. Avec des morceaux de blob. Donc noir et jaune, top. Bah écoute, merci d'avoir expliqué tes recherches aussi clairement et aussi rapidement. Là, j'avoue, j'ai presque été surprise par la rapidité. Maintenant, je te propose d'enlever la blouse virtuelle et de nous parler un peu de toi. T'es éthologue, donc éthologue, c'est comportement animalier. Comment ça t'est venu ? Est-ce que c'est un métier que tu as toujours voulu faire ? Est-ce que c'est venu plus tard ? Raconte-nous un peu ton parcours. Alors, c'est venu finalement assez tardivement. Alors, j'ai toujours été passionnée de sciences et de bestioles. Ça, j'avais chez moi, grande dame de mes parents, j'avais hamster, cochon d'Inde, tortues, poissons, insectes. Parce qu'on habitait à la campagne, donc je récupérais tout. Je récupérais les chats. Et mon rêve, du coup, était de devenir, au départ, vétérinaire. Ouais, vétérinaire. Forcément, on aime les animaux, on veut être vétérinaire. Puis après, j'étais passionnée des étoiles au collège et donc j'ai voulu devenir astrophysicienne. Ça m'a duré un petit temps. Ah ouais. Jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait, il fallait être doué en physique et en mathématiques. Et là, ça m'a moins plu. Donc, je suis revenue sur vétérinaire au lycée. Et finalement, après, on est soumis aussi aux pressions un peu sociales. Et voilà. Et donc, mes copines, elles avaient tout en biologie. Ouais. Et du coup, je dis, je viens avec vous en fac de biologie. Ouais. Donc, je suis allée en fac de biologie. Et du coup, en fac de biologie, je me disais, je vais faire généticienne, des neurosciences. Ça me plaisait beaucoup, les neurosciences. Et j'ai fait un premier stage de neuro sur les souris. Et là, je me suis aperçue que j'étais allergique aux souris. Je ne le savais pas avant. Ah bon, et donc, j'ai dû arrêter ma carrière sur les souris. Ma carrière sur les rongeurs s'est arrêtée là. Arrêtée dans l'œuf. C'était assez drôle parce que c'était avec Laure Verret, qui est une neuroscientifique dans mon labo. On est ensemble maintenant, c'est très rigolo parce qu'on a commencé ensemble en M1 et maintenant on est dans le même labo. Et elle est vraiment neuroscientifique. Moi, j'ai du coup changé. Et après, j'ai travaillé sur les abeilles. J'ai fait mon stage de M1 sur les abeilles. Et là, je me suis aperçue que j'étais aussi allergique aux abeilles. La meuf qui n'a pas de chance quand même. Qui a la guigne. J'ai été hospitalisée et tout ça. Enfin, bon, vrai. Ok. Et ça, tu le savais pas. Non, je ne le savais pas parce qu'on ne le sait pas avant de se faire piquer. En fait, je me suis fait piquer 2-3 fois. C'est vrai que j'avais des réactions assez dramatiques, mais la 3e piqûre, là, ça a été vraiment le comble. Ouais. Et du coup, j'ai arrêté là mon stage. Et c'était à la même époque où j'avais des cours d'éthologie et cette matière vraiment me passionnait. Ouais. Et surtout, c'est à cette époque-là que j'ai entendu parler d'intelligence collective, comportement collectif chez les fourmis et tout. Et j'ai voulu travailler avec une personne qui s'appelait Jean-Louis de Neubourg à l'époque, qui était vraiment le ponte en comportement collectif. Ouais. Et il était super. Et il m'a accepté direct. Alors que vraiment, le jour de mon interview, j'ai dit un truc débile.
parce qu'il m'a dit: «Ah, c'est quoi ton projet professionnel?» Et j'ai dû regarder un peu Béat Fang comme ça. «Ah, je veux travailler sur les fourmis». Je voulais vraiment rien dire, quoi. Tu le Mais vois il où dans était 5 ans? Avec des fourmis? ouais, c'était un peu ça, quoi. Mais il était hyper gentil parce que je crois qu'il était aussi intimidé que moi parce que c'est quelqu'un qui est hyper humble, comme je l'ai pris un peu de but en blanc dans le couloir: «Monsieur, je veux travailler avec vous». Et j'ai commencé mon stage et ça s'est super bien déroulé celui-là. C'était mon stage de M2. Sur les On a travaillé sur le fourmis, du trafic coup? chez les fourmis. Ouais, Ouais, on a étudié, les problèmes d'embouteillage chez les fourmis avec Jean-Louis et ça s'est super bien passé. Donc je suis arrivée bien classée au M2 et du coup, j'ai eu une bourse de thèse pour ouais, continuer. Mais à l'époque, je voulais rentrer à Toulouse, parce que j'étais à Bruxelles pendant tout mon d'accord, stage de M2 ouais, et du coup, j'ai fait une co-tutelle. Du coup, j'ai alterné entre Bruxelles et Toulouse pendant 3 ans, pendant toute OK, ma thèse et c'était vraiment, la thèse, c'était, assez extraordinaire. J'ai eu la chance d'avoir des encadrants, mais top. ouais, Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent de leurs encadrants, mais c'était clairement pas mon cas. Moi, j'ai eu 2 personnes, mais top du top. Et à la fin de ma thèse, j'avais compté des millions et des millions de fourmis. Et ouais, j'avoue que j'ai voulu faire un break des fourmis. ouais, Et je suis partie en postdoc au Canada et j'ai été étudier les chenilles sociales, les chenilles qui d'accord, se suivent à la queue leu. Bon, c'est quand ouais. même toujours un peu le même projet, hein. Des insectes qui se suivent à la queue leu. Et là, c'était chouette. Mais en fait, les fourmis m'ont manqué. Les chenilles, c'est très sympa, mais je sais pas, j'avais pas le même amour C'était que pas pour la même chose, ouais. les fourmis. Non. Ouais, Du coup, je suis repartie en postdoc en Australie cette ouais, fois. Et je suis repartie sur les fourmis. Et là, j'ai rencontré un professeur extraordinaire qui travaille sur la nutrition. Et alors, on s'est tellement bien entendu. On a fait un projet fou un peu sur la nutrition collective chez les fourmis qui a très bien marché. ouais. Et à la fin de mon postdoc, à toute fin, il me dit: Audrey, je suis en train d'écrire un livre sur la nutrition. Il me manque en fait qu'un organisme unicellulaire parce que finalement, j'ai étudié la nutrition. En fait, il a un paradigme qui teste sur plein d'organismes et il lui manquait que l'organisme unicellulaire. Ouais. Et au cours d'une discussion, on se dit: ah, mais il y en a un, il est hyper connu. Je crois que c'est l'unicellulaire. Il y a eu un papier dans Nature, un truc jaune là qui résout un labyrinthe. Un truc jaune, là, ouais. Et finalement, en fait, il y avait une collègue à moi qui en avait dans le labo. Et du coup, je lui dis: est-ce que tu peux me le prêter? On aimerait faire un test avec Steve de nutrition. Elle m'amène ce truc. Et honnêtement, je suis pas hyper passionnée au départ. Je vois ce truc, Ouais. ça ressemble à une omelette. Et je dis: ouais, c'est cool. T'es sûr que ça bouge et tout? Et puis finalement, on fait un petit test et il s'est avéré, alors on a autant dans la science, j'ai eu beaucoup d'échecs. Ouais. Mais alors le blob, il s'est avéré que la manip, elle a marché de suite. Non, mais vraiment là, Ah, c'est c'était que de la bonheur, du coup. chance. Ouais. C'était le bonheur. Là, vraiment, c'était le bonheur. Le blob s'est avéré un génie de la nutrition. On croyait même pas aux résultats tellement qu'on les a refaits Ouais. pour être sûr. Et c'était bon? Ouais, c'était bon. On a fait un très chouette papier. Et du coup, quand je suis partie, comme c'était à la fin de mon projet sur le blob et qu'on n'avait pas envoyé le papier, la publication, je les ai pris avec moi dans mes bagages au cas où un référé nous demande de refaire des Ouais. manips et tout ça. Parce que quand j'ai été recrutée au CNRS, j'ai été recrutée sur un projet fourmi, entièrement fourmi, Ouais. déplacement collectif fourmi. Et du coup, j'ai quand même pris le blob. Et au début, c'est vrai que je ne l'ai pas utilisé parce que la publication, ça s'est bien passé. Et surtout, ça ne faisait pas partie des projets du laboratoire. Ouais. Des fourmis, du coup. Du coup, Donc mais tu l'as c'est gardé ça. Et, ah ouais. Et dans un j'en coin? faisais en fait en dilettante un peu, quoi. Le Ouais. soir, en secret, je travaillais sur le blob jusqu'à ce que j'ai le droit, que je négocie de prendre un thésard dessus. Et là, après, ça a lancé, par contre, là, ça a été que exponentiel après. Oui, Travailler bah, ouais, sur parce le que là, blob. de plus en plus, à tel point que maintenant tu travailles plus que sur le blob? Exactement, les fourmis, j'ai dû. Alors, j'ai abandonné les fourmis, j'espère provisoirement, depuis Ouais. 6 mois, en fait, depuis le départ de ma postdoc, parce qu'on n'a pas la place. Ouais. Je peux pas tout faire. Et surtout, j'ai pas toute la place que je veux. Et ça, c'est normal, hein, je veux dire. Oui, Il bah, faut oui. partager. Et du coup, j'ai dû faire un choix. Et vu que, en plus, la majorité des étudiants qui maintenant m'écrivent veulent travailler sur le blob, j'ai Ouais. décidé de mettre la priorité sur le blob pour C l'instant. En tout cas, on c verra. c'est Et devenu puis, une les financements, je les ai superstar. sur les blobs. Ouais, c'est devenu une Oui, c'est ça superstar. aussi. C'est devenu une C'est ça. superstar, tout le monde a envie de travailler dessus. Il doit enfin, oui, c'est Oui, avant, j'essayais chaque fois, j'ai un projet sur les fourmis, mais vous avez aussi ce projet sur les myxomycètes à côté? Et chaque fois, les étudiants, ils disaient: «Non, non, 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 je veux pas travailler sur ce truc». Et après la sortie du livre, le buzz qu'il y a eu autour du blog, maintenant ça a changé, maintenant c'est l'inverse. «Vous bah, voulez ouais. pas travailler sur les fourmis?» Merci. Ouais, c'est un peu ça, c'est un peu ça. C'est rigolo comment les choses changent et c'est des effets de mode, en réalité, mais c'est très bien parce qu'il faut des gens qui travaillent sur le blog de toute façon. Il y en a Et trop. le blob, du coup, ce buzz là, c'est quand est-ce qu'il est devenu une superstar? Il y a quelques années, hein?
Alors, en réalité, c'est une longue histoire. Pour être honnête, c'est une longue histoire. Et Ouais, la première publication, qui était sur la nutrition du blob, comme on l'a publiée dans une très bonne revue, elle a eu un peu de presse, en fait. ouais, Donc, les gens, déjà, en France, ils ne savaient pas comment l'appeler. Et donc, ils ont appelé ça, le CNRS, l'amibe social. Ce qui était un peu faux, parce que l'amibe social, c'est le cousin du blob, qui est ouais, Dictyostelium. Mais bon, à l'époque, on n'avait pas de nom pour le blob. ouais. C'était Physarum polycéphalum, et ça vendait pas C'est un très peu bien. long, ouais. Et, Un et en blob. 2016, c'est ça. En 2016, je fais un article sur l'apprentissage chez le blob. Et là, des fois, c'est comme ça en science. C'est, je sais pas, le gros buzz médiatique. Tout le monde en parle, même en dehors de la France, etc. Mais vraiment, beaucoup d'appels. Ouais. Et je me rappelle parce que j'étais au Galapagos à l'époque en vacances, pour une fois. Et, et j'avais des appels de partout. Les médias voulaient parler de cette histoire d'apprentissage chez le blob. Jusqu'à ce que, du coup, une journaliste du Point, Ouais. Olivia Recassens, me contacte. Elle me dit, voilà, je voudrais faire un article sur le blob, mais je veux te voir en vrai. Je veux pas le faire par Ouais. téléphone. J'attendrai que tu aies une réunion à Paris. Je veux faire un long article. Donc, je rencontre cette personne à Paris, Olivia, et elle me dit, à la fin de l'interview, elle me dit, Audrey, écoute, là, il y a matière à un livre. C'est pas un article, Ouais. c'est un livre, quoi. Et bon, du coup, trop sympa. Elle me fait donc signer chez les Équateurs, les éditions Équateur, et elle me dit, écris un livre sur le blob. Au Ok. début, bah ouais, super. Mais à la fois, je me dis, le blob, on peut en dire plein de choses, mais est-ce que je peux pas profiter aussi de ce livre Ouais. pour parler de la vie des chercheurs, de la difficulté à être un chercheur, mais aussi être étudiant, encadrer des étudiants, vraiment tout le métier de chercheur. Elle me dit, Mhm. vas-y, fais un entrecroisé. Et donc, on publie le livre, et moi, au début, j'ai, le jour de la publication du livre, j'ai peur et je me dis, en fait, je veux faire marche arrière, j'ai trop Ouais. peur parce que j'ai mis beaucoup de mots dans le livre. Et au départ, j'ai un peu peur. J'ai dit à Olivia, est-ce que tu es sûre? Je sais pas si c'est une bonne idée. Puis elle m'a dit, mais si, Audrey, tu vas voir. Et finalement, bon, mais le livre a marché. Bizarrement, pour moi, je trouvais que c'était bizarre, mais ça a marché. Et en fait, après le livre, il y a eu le film parce que Jacques Oui. Mitch, un ami à moi de Toulouse, a finalement racheté avec Hauteville Productions. Ils ont racheté les droits du livre. Et Ouais. du coup, ils l'ont adapté aussi en documentaire pour Arte. Et donc là, ça a encore plus mis une couche. Et puis là, dernièrement, le blob qui part dans Mais l'espace. Donc oui. voilà. Donc, c'est Il ça la atteint suite. son apogée, Donc là, le blob. alors, comment tu l'appelles, toi, du coup? En vrai, il s'appelle Physarum polycéphalum, Ouais. mais mon blob qui va Ton dans petit l'espace, mon blob blob à toi. astronaute, il s'appelle Blobby One Kenobi. Blobby-Wan Kenobi. Ouais, parce que chacun donne des petits noms. Il y avait Valentine Delattre, qui est journaliste scientifique, Oui, qui avait Blob Dylan. oui, c'est ça. Il y a Blob Marley Oui, il y a aussi. Blob Marley, il Il y y a en a Blob plein. Dylan, il y a Blob Il y a Redford Blob aussi. Moran. Ah, Blobert Redford. Oui, voilà. Et donc, alors, il part dans l'espace, mais en ce moment, il fait 2 choses. Il va partir dans l'espace et il y a les écoles aussi, c'est ça? Oui, alors c'est un projet à but éducatif en Ouais, premier. C'est vraiment pas un projet scientifique. L'objectif de ce gros projet qui s'appelle Élève ton blob ouais, est de motiver finalement les enfants à faire des sciences, à avoir une démarche de chercheur et surtout de les sensibiliser, bon, bien sûr au spatial, mais aussi les sensibiliser à la biodiversité, ouais. puisque le blob c'est un organisme assez à part qu'habituellement on ne connaît pas, parce qu'on n'en parle pas, mais il y en a plein d'autres, des organismes comme ça dont on ne Mmh. parle pas. Et donc, c'est vraiment motiver les enfants à s'intéresser aux sciences. Et comme le blob, les enfants, ils aiment beaucoup ça, on s'est dit, ah, ça serait une bonne idée. Et ce projet, il est parti, pareil, toujours comme dans la recherche tout le temps, par hasard. Ouais. C'est parce que j'ai été invitée au CNES à faire une conférence de vulgarisation pour le personnel du CNES. Et à la fin, il y avait le service éducation jeunesse qui était dans la salle et ils Ouais. sont venus me voir et faire, il faut absolument que la prochaine mission de Thomas Pesquet, on fasse quelque chose sur le blob. Ah, mais Et ça a marché, en fait. mais tu dû C'est passé mais comme ça. mais tu dû tellement être heureuse quand ils t'ont dit ça, non? Tu as Oui, cru? parce qu'au début, j'ai pas trop. En fait, c'est marrant parce que pendant très longtemps, j'ai eu un flou, et je pense que ça dure un an, où Ouais. je savais pas si c'était validé ou pas validé. Ah ouais. J'avais pas un mail qui me Ouais. disait, oui, Audrey, c'est bon, on va envoyer le blob dans C'est bon, l'espace. on Et y du va, coup, quoi. chaque fois, je savais pas si je devais en parler, pas en parler. Ouais. Et après, bon, du coup, quand ils m'ont contacté et que du coup, ils m'ont dit, Audrey, il faut faire 6000 blobs Pardon? pour les enfants, je dis, ah oui, là, c'est validé, en effet. Là, c'est bon, Du coup, je crois. avec une étudiante Célia que le CNES a financé, on a fait des kits blob pendant 3 mois. Ah ouais. En fait, c'est surtout Célia, hein, pour être honnête, qui a beaucoup bossé. Et donc, on a préparé tous ces kits pour toutes les écoles de France. Tout le monde peut s'inscrire. Ah Euh, génial. c'est du CM1, je crois, au lycée, ça c'est sûr. Et voilà, et les enfants pourront réaliser en réalité exactement la même expérience que Thomas Pesquet dans l'espace. Et c'est quoi Et l'expérience? On peut? C'est pas un alors, spoiler? l'expérience, ouais.
Non, pas du tout. Il y a deux expériences, une qui s'appelle exploitation et une qui s'appelle exploration. Ouais. Dans la manip exploration, le blob, il est tout seul dans sa boîte. Il n'y a Ouais. pas à manger. Donc, il va se réveiller, puis il va chercher à manger. Et du Ouais. coup, il va chercher, il va explorer. Et on va regarder sa stratégie de navigation, sa stratégie de recherche dans l'espace et sur Terre. Ouais. Et dans la manip exploitation, le blob, il a 4 flocons d'avoine à trouver. Ouais. Et on va regarder comment il les connecte, parce qu'on sait qu'en réalité, il optimise toujours ses trajets. Et on va voir si dans l'espace, il fait pareil. Et après, moi, j'ai rajouté une nouvelle étape à ce projet. Et c'est un truc un peu fou. Je sais pas si je vais y arriver, mais bon, voilà, je vais quand même essayer. Je voudrais faire écrire une publication à tous ces enfants. Donc, je sais que c'est très connu en Angleterre et aux États-Unis de faire de la citizen science, Ouais. donc de la science participative. Et donc, le but pour moi, c'est de collecter toutes les données des écoles. Et pour cela, il faut que j'écrive une espèce de fiche pour que les enfants puissent me dire à quelle heure ils ont fait la manip, pour quelle Ouais. température il faisait, Ouais. quel jour c'était, quelle tête avait le blob, etc. Pour dans les modèles statistiques que je puisse mettre des covariables et tout ça pour analyser les données. Et l'idée, c'est parce que quand même, on va avoir c'est comme s'il y avoir 6000 stagiaires en même temps Mais ouais. et qui vont refaire la même manip tous. Et je me dis, bah, c'est peut-être exploitable. Et l'idée, ce serait vraiment de publier où ils soient tous co-auteurs, qu'on se donne tous un nom de groupe. Ouais. Je sais pas, le groupe ou je sais pas quoi. Et on publie, un papier. Donc là, le CNES a été hyper emballé par cette idée. C'est génial. Bah ouais, non, ce serait Et génial. voilà. Enfin, Donc j'espère qu'on va pouvoir le faire. Ah ouais, ça serait vraiment, vraiment top. Et du coup, c'est les écoles qui peuvent s'inscrire, c'est ça? Oui, c'est les écoles directement, les enseignants. Ouais. C'est une manip qui aura lieu fin septembre, début octobre. Donc c'est pour les classes de l'année prochaine, c'est pas pour les classes de cette année. Et même si on n'est pas sélectionné, si on a envie de faire la manip avec ses enfants à la maison, c'est possible aussi. D'accord. Bon, déjà, il y a plein de revendeurs de blobs sur Internet, donc c'est assez facile de trouver un blob actuellement. Ouais. Et surtout, rien n'empêche en fait les gens d'avoir accès au protocole. Et du coup, il y aura un groupe Facebook qui va être créé pour les écoles où les enfants pourront partager leurs photos. D'accord. Et, c'est génial. et les gens pourront s'inscrire aussi sur ce groupe. Donc, Et du coup, Thomas Pesquet fera la même chose en même temps. Alors voilà, Thomas Pesquet, on lui a donné donc des blobs qui sont dans une petite boîte noire. Ouais. Et du coup, lui, son rôle, c'est de réhydrater les blobs, c'est de les réveiller. Ouais. Parce qu'on les envoie en dormance, parce que c'est assez dangereux, les vibrations. Puis bon, ils risquent de se balader pendant jusqu'au moment de la manip. Donc là, l'avantage, c'est qu'il peut les réveiller vraiment quand il veut. Et ensuite, lui, il va récupérer la carte SD, parce qu'en fait, on a mis une micro-caméra qui est connectée à un petit Arduino dans la boîte, qui prend des vidéos toutes les 10 minutes du blob pour savoir ce qu'il fait. Et donc, toutes ces données, en fait, Thomas va nous les envoyer. Et c'est ce qu'on va montrer aux écoles pour montrer, en fait, ce qu'a fait le blob dans l'espace. Ben oui, et c'est ce que tu fais, parce que parfois tu postes des super vidéos ou des gifs du blob qui fait des trucs. T'en avais posté avec Pint of Sand, je me souviens, qui était fantastique. Parce qu'il grandit de plus en plus, il envahit du territoire, et puis suivant, si tu mets des flocons d'avoine, c'est ça, pour le diriger? C'est ça. On le met plein de flocons d'avoine, on peut mettre des répulsifs. Alors, c'est une technique qui s'appelle le time-lapse. C'est en fait, on prend une photo toutes les 5 minutes et après, on met tout bout à bout à 24 images secondes. Et du coup, ça te fait des tout petits films d'une minute à peine. Mais en réalité, c'est 48 heures dans la vie d'un blob, quoi. Mais voilà, c'est assez. Il est très lent, le blob, quand même. Et je crois qu'on l'a pas dit, mais le blob, il vit où? Normalement, il vit dans la forêt. On peut en trouver comme ça, à l'état sauvage? Le blob sauvage. En fait, il y a du blob sauvage. Alors, Physarum polycéphalum, c'est pas le plus facile à trouver. Mais bon, ses cousins, il y en a plein. Et ils sont aussi sympas à avoir à la maison aussi. Et alors, il faut aller dans les forêts, il faut fouiller la litière, mais de la litière humide, quoi. Donc, il vaut mieux aller après de la pluie, au printemps, quand il a bien plu, mais genre, ça fait 2-3 jours qu'il pleut. Là, il faut y aller. Là, on va trouver des blobs. Là, il faut fouiller dans les feuilles, soulever l'écorce, en fait, des arbres qui sont tombés au sol depuis un moment, qui sont un peu pourris. Là, le blob, il adore. Parce que lui, il mange des bactéries et des champignons, des mycéliums. Donc, il va là où se trouve ce type de nourriture. Et surtout, il est à l'ombre tout le temps, donc il est caché. Vous le verrez jamais. À part Fuligo septical, cousin de Physarum polycéphalum, qui lui, des fois, il s'expose à la lumière. C'est une forme de grosse éponge. Et celui-là, il est, voilà, lui, il est un peu spécial, quoi. C'est celui qu'on appelle vomi de chien en anglais. Dog vomit. Vomi de chien, oui, vous avez bien entendu. Voilà. Et en espagnol, c'est caca de luna. Et dans les pays scandinaves, c'est déjection de troll. D'accord, voilà. Ok. Mais en France, il a un petit nom aussi. Bizarrement, c'est le seul qui a un petit nom. Mais parce que nous, on est des poètes en France, il s'appelle Fleur de Thon. Oh, c'est beaucoup mieux que vomi de. Voilà, c'est ça. Mais Physarum polycéphalum n'avait pas de nom. D'accord. Et du coup, on l'a appelé le blob. Et le blob, il est toujours jaune. Ou alors, Physarum polycéphalum est toujours jaune. Donc, le blob est toujours jaune.
Et ces cousins, là, je viens de récupérer un cousin qui s'appelle Physarum roseum, qui est rouge. Ah, ok. Pas mal. Et il est C'est la pareil? variante en rouge. Ouais, c'est sa variante en Alors, rouge. il est très très lent. Il est très très lent, mais il ressemble comme deux gouttes d'eau, mais en rouge. Et C'est- aujourd'hui, j'ai une étudiante qui m'a amené un truc violet qu'elle a trouvé. On va voir si c'est un blob ou Ah. pas. Bon, écoute, Les gens me ramènent des choses. oui, c'est sûr. Tiens, je suis partie en forêt ce week-end, regarde, je t'ai ramené C'est un ça. peu ça. Alors, bah non, c'est vraiment du vomi de chien pour la peine. Voilà, c'est ça, c'est un peu ça. Un jour, j'aurai une mauvaise surprise, quoi. Et donc, je comptais te poser la question. Donc là, tu as dû faire le choix entre le blob et les fourmis. Est-ce que les fourmis, t'as quand même envie d'y retourner, tu me disais tout à l'heure? Oui, mais j'adore les fourmis. Et d'ailleurs, on a un livre en préparation sur les fourmis avec un collègue, un livre de vulgarisation Ouais, sur les fourmis. Et les fourmis, c'est quand même mon premier amour. J'ai toujours aimé les fourmis. Et du coup, j'ai encore une étudiante en thèse qui est en Allemagne que je co-dirige. ouais. Et j'ai aussi un étudiant en master au Danemark que je co-dirige, avec qui j'ai des visios toutes les semaines. On parle fourmis toutes les semaines. Donc, j'ai pas lâché les fourmis. Je review encore plein de papiers sur les fourmis. Ouais. Mais c'est vrai qu'expérimentalement, actuellement, je fais plus d'expériences dans mon laboratoire. Mais à mon avis, c'est que provisoire, parce que si un jour il y a un étudiant hyper motivé qui vient me voir, je veux absolument travailler sur les fourmis, peut-être ça reprendra. Mais Ok, faudra que donc s'il y a quelqu'un de je hyper m'installe. motivé sur les fourmis, il sait où aller. Ou elle sait où Voilà. aller. Et est-ce que tu as d'autres bestioles qui t'intéressent? Est-ce que tu as Oui, une bestiole de rêve? plein. Alors moi, si il y en a une que j'aimerais vraiment explorer, peut-être dans le futur, enfin c'est pas une, c'est un groupe, c'est les Ouais, ciliés. Les ciliés, c'est des petits unicellulaires avec plein de poils. C'est pour ça qu'on les appelle les ouais, ciliés, avec des petits cils. ouais. Et il y en a certains qui sont capables d'apprentissage, qui sont tout à fait capables de faire l'habituation, par exemple. Et on connaît très peu, en fait, de la biodiversité de ces organismes. Enfin, il y en a, voilà, c'est toujours la même chose. On connaît la paramécie, on connaît Tetrahyména, et C'est des voilà, et après, bactéries, ça c'est ça, s'arrête là, hein? souvent. Non, c'est Non? des eucaryotes. Ah, C'est des eucaryotes. Mais c'est des ciliés. En fait, c'est des organismes, c'est des protozoaires aussi, comme le blob, en fait. d'accord. À l'époque, Eucaryote, ils étaient d'ailleurs dans la même famille. Ouais. même groupe. Eucaryote, c'est avec un noyau, hein. C'est ça. Donc, c'est des cellules qui sont plus complexes que les bactéries et Ouais, donc qui ont émergé surtout beaucoup plus tardivement. ouais. Les ciliés, c'est de quoi être à 1,5 milliard d'années. Et c'est des organismes qui sont assez complexes et ils ont plein de trucs qui sont rigolos. La façon dont ils se reproduisent, ils font des échanges de noyaux. Ils ont été. Il y en a un qui est très connu, c'est Tetrahyména, parce que c'est sur celui-ci qu'on a découvert la télomérase, qui est l'enzyme qui permet de retricoter les chromosomes et qui est Ouais. étudiée dans toutes les recherches autour du vieillissement. Et c'est des organismes qui sont aussi beaucoup étudiés finalement dans tout ce qui est manip d'apprentissage. Et dans les années 70, 80, même 60, les gens étaient passionnés des ciliés. Ils Ouais. faisaient plein de manips et puis ces données, elles ont été beaucoup critiquées. Or maintenant, ça revient au goût du jour et on se dit, ah, finalement, ils avaient raison. Et, et donc, il y a pas mal de papiers qui sont sortis dans des très très bonnes revues récemment sur les ciliés qui montrent en fait leur capacité assez incroyable. Et dans le lot, il y en a un que j'adore qui s'appelle Lacrimaria olor. On dirait un petit cilié. C'est un petit cilié en fait qui a un très 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 long cou. Ouais. Et il est très joli. Et la façon dont il se comporte, on montre, il y a une certaine complexité. C'est pas purement aléatoire. Souvent, on pense que les unicellulaires, ils font un peu n'importe quoi, mais en réalité, non. Et mon but à long terme, c'est de faire que dans l'éthologie, il y ait les unicellulaires aussi. Parce que l'éthologie, Ouais. c'est l'étude du comportement animal. Et donc, on n'a pas habituellement habituellement, les unicellulaires, ils sont étudiés en microbiologie et Ouais. pas forcément avec l'œil d'un éthologue. Et Ouais. maintenant, c'est en train de changer. Il y a de plus en plus d'éthologistes qui s'intéressent aux unicellulaires et j'espère que ça va se démocratiser. Et d'ailleurs, j'espère aussi que ce qui va se démocratiser, c'est que les unicellulaires entrent dans les zoos. Le blob, il est rentré aux zoos de Paris. Oui, Mais c'est ce que j'espère j'allais que dire. ce sera que le Les premier os, d'une longue liste. ZOO, hein. Ouais. Ah oui, zoo. Ouais. Et j'espère que ça sera le premier d'une longue liste parce que moi, je rêve d'un micro-zoo. Je l'ai dit au gars du zoo d'Annecy. Il devrait Ouais. faire ouvrir un micro-zoo Où tu où on pourrais aller aurait des avec ton microscope, où tu pourrais voir. Ouais, mais avec des carrément. animaux, voilà, on pourrait regarder des unicellulaires parce qu'ils sont trop beaux les unicellulaires. Mais parce que justement, ce qui est drôle, c'est que tu le disais dans ton TEDx, d'ailleurs, je vais mettre le lien, le TEDx sur les fourmis, que généralement, quand on pense éthologue, on pense animal mignon. Ouais, toujours. Moi, je commence toujours mes conférences en disant les gens, quand je dis que je suis éthologue, ils imaginent que je travaille soit sur les primates, soit sur les suricates, soit sur les dauphins ou les pingouins, à la rigueur. Quoi. Un truc Mais mignon, quoi. bah, non. Voilà. Et en réalité, pas du tout. Et en plus, les trucs les moins mignons sont des fois les. En fait, moi, je trouve que le blob est mignon, mais bon, j'ai une version, je suis pas du tout objective. Un peu biaisé, c'est les yeux de l'amour. C'est ça. C'est ça, Non, mais exactement. effectivement. Et c'est vrai que quand on se dit éthologue, on voit tout de suite, oui, des petits animaux mignons ou des grands Ouais. mammifères ou des choses comme ça.
Et en réalité, on s'aperçoit que c'est bien plus difficile d'ailleurs de travailler sur des animaux mignons. Moi, mon premier stage d'éthologie, je l'avais fait dans un zoo dans le Lot. J'avais étudié bien sûr, comme n'importe quel éthologue, des primates. J'étais partie étudier les singes. Et en fait, ça s'est avéré catastrophique comme expérience. Parce que en réalité, j'avais pas. Enfin, bon, voilà, j'étais jeune et naïve. Et donc, ma question était déjà très compliquée. La question que je posais, c'était sur l'épouillage, en fait, le comportement de nettoyage chez les singes. Et puis, j'avais voulu regarder en fonction du rang hiérarchique, en fonction du sexe, en fonction de l'âge. Et du coup, ça faisait des quantités incroyables Ouais, de données. ouais. Et en plus, comme c'était des singes à la forêt des singes dans le Lot, ils avaient pas trop peur de l'humain, quoi. Ouais. Et donc, j'avais ma petite caméra et les singes passaient leur temps à venir et secouer mon tripode comme ça. Et du coup, bon, voilà, j'ai des films tout saccadés. Et surtout, il y en avait plein qui s'asseyaient à côté de moi et du coup, c'était Ah ouais, c'était un très peu difficile, vraiment. effectivement. Et puis, je me suis retrouvée avec trop de données, pas assez de réplicas, incapable de faire des stats. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'est beaucoup plus compliqué que ça, l'éthologie sur les grands primates. Ouais, Et c'est pour ça que je suis descendue après l'insecte, beaucoup plus simple. d'accord. Et mignon d'une certaine façon. Oui, les fourmis, c'est mignon. Bah, si vous Enfin, voulez tout certaines. savoir sur les fourmis, franchement, le TEDx, il y a tellement d'infos dessus, c'était vraiment, vraiment une... Ah là, ça a été un challenge. Ce TEDx, ça a été C'était dit, hyper ouais, challenge. Parce que autant le blob, faire en 17 minutes, c'est franchement faisable parce qu'il y a pas tant de choses qui sont connues sur le blob. Mais les fourmis, il fallait faire un choix drastique sur les informations. ouais, Et c'était hyper frustrant de pouvoir les parler que de 15 minutes sur les fourmis. Et c'est pour ça que je suis trop contente. Là, on est en train d'écrire un livre avec Antoine Bistrache. Et on a vraiment du coup tout le loisir de s'exprimer sur les ouais, fourmis. de Et raconter des tonnes de j'espère que ça choses. sera. Ouais, Ouais, bon, on ben, verra. on attend la suite. De toute façon, je mettrai tous les liens en description. Donc, en dehors du labo, tu fais énormément de vulgarisation. Nous, c'était comme ça que je t'avais rencontré la première fois, un événement Ouais. de culture scientifique. Donc, il y a eu le bouquin grâce au blob, il y a eu un film, il y a eu tu fais plein de présentations. Comme tu disais aussi, du coup, maintenant, ça va être le blob dans les écoles. Comment est-ce que c'est venu, la vulga? Est-ce que c'est venu avec le blob ou c'était déjà le cas avec les fourmis, j'ai Non. l'impression? Ouais. Et qu'est-ce Ouais, que tu as c'était fait dès en le premier? début. Alors, l'an premier, j'ai amené une colonie de fourmis dans une école. Alors, Ça c'est s'est très bien rigolo, passé? c'était dès ma première année de thèse avec. Ouais, mais c'était une expérience folle. C'était avec le technicien de mon laboratoire, Gérard Latil, qui fait beaucoup de médiation. Et Ouais, il me dit, Audrey, ça te dit de m'accompagner? Je dois amener une colonie de fourmis dans une école. Et ce serait bien si tu venais avec moi, ça m'aiderait, tout ça, ouais. parce qu'on faisait des petites manips avec les enfants. Donc on y était allé et je trouvais que c'était génial. Franchement, on a rigolé. Bah Ils ouais. avaient tellement plein de questions, ils avaient les yeux qui brillaient. Et après, on a pris contact avec Gérard, avec l'association qui s'appelle Science et Animation à Toulouse. Ouais, Et on a commencé à faire le festival de la Novella. Ça, c'était pendant ma thèse aussi, où on ouais. avait un stand sur le jardin des plantes, où on parlait de fourmis. Et puis après, il y a eu plein d'événements. On a fait un conte robot, fourmis, à la mairie. On a fait plein de trucs bizarroïdes pour le festival Novella, qui est un festival Ouais, d'art et sciences. Et on a ouais, continué avec les écoles, avec les associations La main à la pâte, ouais, et des choses comme ça. Puis après, il y a eu des conférences avec une association qui s'appelle Les Étoiles brillent pour tous, où je suis allée dans une prison faire une conférence, dans une ah maison de ouais, retraite. ouais, Et en réalité, je donne beaucoup de conférences auprès des associations, ouais, mais aussi plus pour des think tanks qu'ils appellent, là, comme ouais. TEDx ou des choses comme ça. Et donc voilà, donc c'est la médiation, elle a commencé vraiment dès la première année de thèse et j'ai jamais, jamais, jamais quitté en fait. Ouais, t'as toujours fait depuis que t'es chercheuse, en fait, toute ta carrière. Est-ce que tu penses Ouais. que ça t'aide dans ton métier de chercheuse? Oui, beaucoup, parce que je me dis que si je suis pas capable d'expliquer aux enfants, c'est que j'ai pas compris. Ouais. Non, mais c'est vrai. Ça permet de voir son projet différemment aussi parfois, tu vois, Oui, avec et puis un... il pose des questions hyper pertinentes. Il Ouais, pose des questions hyper pertinentes. Le grand public est toujours très pertinent. ouais, Moi, je trouve que je suis sûre avoir eu même des idées de manip grâce au grand public, ça c'est sûr. Les seuls moments en réalité où j'ai pas fait de médiation, c'était pendant les post-docs parce que j'étais à l'étranger et que ouais. c'était plus difficile. Mais en réalité, c'est hyper enrichissant. Ça prend beaucoup de temps. Faut pas être, voilà, Oui, c'est clair. c'est sur ton temps libre que tu faisais ça au départ? Tu continues sur ton Alors temps libre? oui, toujours mon temps libre, Ouais, c'est le week-end. Les conférences, souvent, c'est le soir. ouais, Souvent, je pose des jours, en fait, pour en faire. Après, le CNRS, il faut savoir que c'est quand même un organisme qui nous soutient beaucoup là-dessus. Il ouais, encourage beaucoup la médiation. ouais, Donc, je veux dire, c'est sûr que je ne pourrais pas faire 100% de médiation, mais ils encouragent quand même, ils me soutiennent. Le ouais. service com à Toulouse, ils sont top.
ils nous protègent aussi de certaines manières si on est trop sollicité. Ils Oui, n'hésitent pas à nous dire, bah là, voilà. Mais vraiment, non, non, moi, j'aime beaucoup. C'est vrai que ça, pendant la promotion pour le livre, c'était tout le temps et j'avoue que j'avais été un petit peu fatiguée. ouais, Mais là, j'ai réussi aussi à m'organiser. C'est parce qu'au début, je ouais. savais pas dire non. Donc, à chaque fois qu'on me demandait Oui, de bah venir parler oui, du blog, je venais parler du blog. ouais. J'avais du mal à dire non. Bonjour, vous avez 5 minutes pour parler du blob? C'est ça, exactement ça. Ah, bonjour, est-ce que vous voulez venir à Strasbourg parler du blog la semaine prochaine? Ah, ok. Donc, mais là, je fais plus attention. Je fais plus attention. Et je dis merci le Covid pour la visio, parce qu'on se aperçoit qu'on peut faire des conférences en Ouais. visio, sans problème aussi. Ouais, effectivement, il y a plein d'événements en ligne, du coup, ça... Ouais, peut-être qu'il y en a eu, il y en Ça a aide eu beaucoup. plus, peut-être, hein, donc je sais pas si ça t'as pas, au final, pris plus de temps, mais tu peux faire plus de choses. Le temps que C'est tu ça, prenais en te déplaçant avant, aller un peu partout en France, exactement. bah là, à la limite, t'es chez toi C'est ça. et du coup, tu peux faire plus Exactement. de Moi, je choses. trouve que c'est pas mal parce que l'interaction, elle se fait. Là, Mm. j'ai fait deux interventions pendant le tout premier confinement avec deux associations toulousaines. C'était très rigolo parce que j'avais l'impression que j'étais dans la télé et les gens ils étaient sur des canapés comme ça. Je les voyais sur les petites vidéos. Ils étaient assis dans leur canapé comme ça et ils me regardaient comme si j'étais la télé. Ouais, Et ils posaient plein de questions. C'était hyper interactif. J'avais peur au départ que les gens ils s'en aillent. ouais, Et en fait, pas du tout. C'était assez vivant. ouais, bien Pratiquement autant repensé. qu'une vraie conférence. Ouais, le chat bien repensé, les événements online, en fait, bien repensés, bien gérés. Généralement, il y a plein de questions. Nous, on a Ouais. fait Pint of Sense l'année dernière en ligne et j'étais surprise, le chat était en feu, quoi. C'était vraiment chouette. Ah ouais, Et non, non, c'était top. Franchement, j'ai pas eu trop la frustration qu'on a plus avec les séminaires scientifiques, ouais, où vraiment là, la discussion se fait moins facilement. Autant avec le grand public, j'ai pas ressenti ça, en fait. J'ai pas ressenti de frustration. ouais. Bon, bah, c'est chouette. Bah, t'as pu continuer à faire de la vulgarisation. Et en dehors du labo et de la vulgarisation, qu'est-ce que tu fais pour te changer les idées? Est-ce que t'as des hobbies? Parce que, bon, le blob. Est-ce que t'en as un à la maison Alors, déjà? oui, bien sûr, j'en J'en ai ai pas plein. qu'un. J'en ai plein, là j'en ai juste à côté, là d'ailleurs, je fais des tests. Euh, J'en ai plein à la maison. Parce qu'en fait, il y en a certains qui demandent du soin quotidien, donc je les ramène. Ouais. Il y a ceux que je prends en vacances. Ce week-end, je suis partie et je les ai pris avec moi parce que voilà, c'était un week-end de 3 jours. Je savais qu'ils n'allaient pas tenir, tout ça. Mais bon, je ferai un Tu gros t'es jamais carton. fait arrêter d'ailleurs à l'aéroport ou Non, alors quand je les prends à l'aéroport, je les prends séchés, donc les gens ils savent pas ce que c'est. Ils pensent D'accord. que je trimballe un herborium ou un truc comme Ouais. ça. Donc Ok. comment on dit? Si, un Her- herborium, on dit? Je sais plus comment on dit. Herbarium? Un Oui, herbier, un je suis herbier. couillonne. Un herbier. Herbier. Voilà. Ouais, du coup, quand tu le fais sécher, c'est sur du papier, c'est ça? T'as des petits morceaux de Ouais, papier? c'est ça. Donc, c'est des petits bouts de papier. Donc, ça, je peux les Ça va. trimballer. Ok. Mais c'est vrai que le blog m'accompagne au quotidien. Il fait partie de ma vie tout le temps. C'est ton compagnon. C'est vrai, c'est mon compagnon. Je l'aime beaucoup. Et après, non, si, je fais quand même des choses un peu en dehors de la Ouais. science. C'est vrai que mon temps en dehors de la science est très réduit. En réalité, je pars très peu en vacances, jamais pratique. Mais je profite quand même de mes soirées et de mes week-ends. Et ma deuxième passion, c'est le cinéma. Moi, j'adore le cinéma. Ah, Donc, ouais. voilà, Ok. c'est ma deuxième passion, Bon. c'est le cinéma. Alors, Donc, depuis un an, malheureusement. si je fais pas du blog, je regarde des films. Oh, Ouais. mais si, on peut À la trouver quand maison? même des films. Je regarde les vieux classiques, tout ça. J'adore ça. C'est quoi ton film préféré que tu serais capable de revoir J'en ai pas de film préféré. On me pose souvent cette question, Ouais. mais j'en ai pas. Je pourrais pas choisir parce que ça dépend trop de l'humeur. Ouais, c'est ça, hein. C'est exactement ça. Suivant l'humeur, j'ai un film préféré, mais tu vois, si je suis un peu fatiguée, ça sera plutôt celui-là. Mais du coup, les Bah, grands... hier, Ouais, hier, par exemple, j'ai regardé La Ligne Rouge à nouveau pour je pense, la quatrième fois de ouais. Terrence Malick parce que mon copain l'avait pas vu. Et je lui dis, ah, t'as pas vu ce film? C'est pas croyable que t'aies pas vu ce film. Et je le regarde avec plaisir. Je regarde le cadrage, j'adore. Parce qu'en plus, il montre beaucoup la nature, Terrence Malick, j'aime beaucoup. Et du coup, mais voilà, moi, ça me gêne pas quand j'ai aimé un film, je peux le regarder plein de fois. Ouais, ouais, bah tu le redécouvres toujours un petit peu en fait. Ah Parce que ouais, suivant ton humeur du jour, tu le vois pas de la même façon, j'ai l'impression. exactement. Tu vois, il y a des films. Exactement. Et du coup, vraiment, le cinéma, ça aurait été, ouais, si j'avais dû avoir peut-être quelque chose dans le cinéma, ça aurait été. Et Ouais. du coup, bah, avoir fait un film avec le blob, c'est un peu, ça a dû être la consécration. C'était ton truc préféré de vulgarisation? Alors, ouais, c'était super chouette. Franchement, ça, c'était une chance absolument énorme. Et en plus, j'ai travaillé avec quelqu'un que j'adore qui s'appelle Jacques Mitch. Ouais, Et Jacques Mitch, en plus, il fait partie de mes débuts de médiation parce que j'avais fait son pilote. À l'époque, il créait une petite série pour Arte qui s'appelait Qui cherche. ouais, Et c'était montrer des chercheurs pendant 2 minutes, juste 2 minutes. ouais, Et c'est des tout petits trucs. Et il m'avait utilisé comme pilote. ouais. Il avait fait une petite
et il avait montré ça à Arte en disant, ben voilà, je vais vous en vendre d'autres. Ouais. Donc moi, j'étais le pilote. Donc ça m'avait fait rire. Après, j'ai fait un vrai avec lui à nouveau. Ouais. Et quand il a lu mon livre, comme je le mentionnais dans mon livre, il m'a dit, ah Audrey, Il faut absolument. il faut faire un film de ce. Et alors, du coup, c'était très rigolo parce que l'éditrice, Olivia, avait aussi une amie qui était productrice. Donc j'ai dit, écoute, si on mettait nos amis ensemble, ça fait un film. Mais mon amie productrice, c'est mon ami réalisateur, Ouais. et ça fait un film, et ça a marché. Et ça t'a Et du coup, c'était chouette parce que faire un film avec quelqu'un qu'on apprécie, avec qui on aime Bah oui, travailler, qui a en c'est plus génial. un peu une vision qu'on partage, du coup, on a voyagé, on est parti au Japon, enfin, c'était top. C'était génial. Et la première fois que tu l'as regardé, c'était quoi la sensation? Alors, j'aime pas trop regarder les films dans lesquels j'apparais. Pour être Ouais. honnête, je n'y réécoute jamais une émission de radio. Donc, je Ouais. suis désolée, je réécouterai pas ce podcast. Non, mais entendre sa Je propre regarde voix, jamais. c'est horrible. Et se voir en vidéo, Ça, puis c'est. les mimiques, c'est Ouais. limite tout ça. Mais bon, le film, j'ai été le voir parce que j'étais quand même à l'avant-première quand il a été Ouais. projeté à Toulouse, forcément quand même. Et non, j'étais super contente du résultat. Je trouve que il a fait un travail formidable, Jacques. Et puis on voit l'atmosphère qu'il y a dans le film, elle transparaît dans le documentaire. Et puis vraiment, en plus, je trouve que même il a réussi avec la qualité de l'image à retranscrire un peu l'atmosphère dans chaque pays qu'il y avait. Ça, c'était chouette, je trouve. Cette sérénité Ouais. au Japon, on le voit dans l'image, quoi. C'était Ah, super chouette. génial. Non, c'était top. Franchement, ça pouvait pas mieux se passer que ça. Le film, il est visionnable quelque part, là? Alors, il est en DVD, Ok. mais après, je sais pas s'il est encore sur une plateforme. Je Je mettrai le crois lien pas. pour le Il est resté DVD. longtemps en VOD. Il est Ouais. resté longtemps en VOD sur Arte, mais je crois qu'il y est plus. Bah écoute, je ferai mes petites recherches et puis je mettrai ça. On arrive à la fin du podcast. Est-ce que tu as un mot de la fin ou quelque chose que tu n'as pas eu le temps d'aborder, un truc que tu veux dire pour clôturer cet épisode? Ah, ce que je pourrais dire, c'est que en fait, la science, c'est vraiment une histoire de sérendipité. Ouais. J'aime beaucoup ce mot. Je trouve que ça résume Ouais. bien la science. Les gens, ils ont l'impression qu'on a des trajectoires rectilignes et on a des trajectoires qui ne le sont pas du tout. Moi, je suis arrivée dans le blob par accident, dans les fourmis par accident. Ouais. Je veux dire, c'était lié à des allergies. C'était le blob, c'était si on n'avait pas discuté dans ce coin café avec telle personne, on ne serait peut-être pas travaillé sur le blob. Même certaines manips. Il y a des manips qui sont des gros échecs. Vraiment des très gros échecs de 3 Ouais. ans. Pendant 3 ans, on n'arrive à Ouais. rien. Et puis des fois, une manip, elle marche en un mois. Et c'est avec des conversations dans le couloir qu'on a des idées. Ouais. C'est un métier qui est, il faut être honnête, extrêmement difficile en termes d'échecs. Je pense que c'est le métier où il y a le plus d'échecs. Ouais, C'est surtout triste à dire. en Mais expérimental, où on passe les journées c'est à ça. louper des manips, en fait. Exactement. On loupe des manips, on se fait rejeter des papiers, Ouais. on se fait rejeter des demandes de financement. Donc, on s'endurcit beaucoup. Mais à la fois, je dirais que le revers, c'est que c'est un métier passion. On apprend des choses nouvelles tous les jours quand même. Ouais. C'est rare, un métier où on apprend des choses nouvelles tous les jours. Et moi, je trouve que c'est un métier magnifique, mais je comprends en fait que les gens soient un petit peu, comment dire, pas hyper motivés parce que il faut se battre beaucoup, et surtout à l'heure actuelle où il y a très peu de postes et très peu d'argent dans la recherche. C'est vraiment un moment critique actuellement. Et ça me touche beaucoup. C'est pour ça que je communique aussi beaucoup là-dessus. Il faut absolument, absolument, absolument financer la recherche fondamentale. Et surtout pas se focaliser sur la recherche appliquée. C'est pour moi la plus grosse bêtise qu'on pourrait faire. Et du coup, ça sera mon combat. Non, mais surtout que la recherche fondamentale, au final, c'est des informations qui, plus tard, enfin, on ne sait pas qu'elles vont être utiles, Toujours. à quoi elles vont être utiles plus tard, mais il y a tellement de recherches appliquées. Donc, en gros, la recherche fondamentale et la recherche appliquée, fondamentale, c'est des infos qui ont l'air inutiles sur le moment, et appliquée, c'est en gros qu'on va appliquer pour guérir une maladie, pour voilà. Sauf qu'il y a plein de choses de nos jours qui sont de la recherche appliquée, qui se reposent sur de la recherche fondamentale il y a 10 ans. Donc, pratiquement, je dirais l'entièreté de la recherche appliquée. Mais oui. Donc en fait, c'est vrai que malheureusement, la recherche fondamentale, parfois, les financements ne voient pas l'intérêt, se disent bah non, c'est pas appliqué, on va pas guérir une maladie ou quoi. Mais ouais, mais peut-être que on pourra dans 10 ans guérir une maladie. Peut-être que le vaccin anti-Covid-19. Non, mais c'était de la science fondamentale au final. Hein. Bien sûr. Bien sûr, je veux dire, les trucs d'ARN messager, ça vient de l'université, en réalité. Donc, si le vaccin a été mis au point si rapidement, c'est en partie grâce à la recherche qui était
inutile. Et les gens ont tendance à l'oublier, voilà. Et ça, c'est à mon avis ce sera la plus grosse bêtise de l'histoire s'ils Mmh, ont continué à aller dans cette direction-là, mmh. à piloter la recherche. Pour moi, le pilotage de la recherche, c'est pas constructif. Je suis bien d'accord avec toi. Eh ben, c'est un super mot de la fin, en tout cas. Merci beaucoup, d'avoir partagé pour tout ça lors de ce podcast. Merci Audrey, d'avoir, donné un peu de ton Merci temps, à toi. je suis vraiment, très, très contente. Je ne te ferai pas réécouter cet épisode, mais en tout cas, j'espère que les auditeurs et auditrices, auront apprécié. Merci beaucoup et à bientôt. Merci, à bientôt. Voilà, ça y est, c'est tout pour cet épisode de Sous la blouse. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à le noter sur votre plateforme de podcast préférée et à le partager. En attendant, vous pouvez me retrouver sur Twitter @soulablouse et sinon à très bientôt pour un prochain épisode.